Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 4 décembre 2025, c'est notre bulletin numéro 267 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de regarder cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Vous pourrez ainsi récupérer le fichier pour la carte des opérations militaires comme chaque semaine. Désormais, vous pourrez également revoir en différé notre conférence privée Stratpol que nous avons fait il y a une semaine. Inscrivez-vous également sur tous nos réseaux sociaux, principalement Telegram et X, parce que c'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Alors j'ai vu que beaucoup reprennent maintenant mes vidéos sur YouTube. C'est très bien, vous avez le droit, vous pouvez même faire un petit billet dessus, ça ne me dérange pas. En revanche, faites attention parce que ça peut faire sauter vos chaînes. Voilà. Et donc, si ces chaînes sautent, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire sur X et sur Telegram, parce que quoi qu'il arrive, sur Odyssey, sur X et sur Rumble, les vidéos continueront à être publiées. Pour les gens qui habitent à Moscou, je les publie également sur VK, VKontact, le Facebook russe. En principe, on peut aussi avoir accès en France. Voilà, donc utilisez tous les moyens pour contourner la censure, évidemment, c'est essentiel. Abonnez-vous également à la revue Géopolitique Profonde, donc le mois de décembre vient de sortir, donc vous y retrouvez, comme d'habitude, Laurent Ozon, Alain Soral, cette fois Pierre-Antoine Plaquevent et l'excellent Sylvain Ferreira, le meilleur connaisseur de l'armée russe et de l'évolution des combats sur le front. Voilà, donc n'hésitez pas. Ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, je vais faire un peu de publicité pour les médias alternatifs, mais de gauche. Il n'y en a pas beaucoup, parce que la plupart du temps, eh bien, tous les médias français sont de gauche, donc il n'y a pas vraiment de place pour les médias alternatifs. Mais si, il y en a quelques-uns de gauche populaire, on peut dire. D'ailleurs, donc la première chose qui m'a plu, c'est l'interview de Jacques Sapir par Georges Kuzmanovic dans Fréquence Populaire. Un point assez complet, toujours très factuel, de Jacques Sapir, sur la situation et bien sûr le conflit ukrainien, avec des chiffres assez précis comme d'habitude. Et l'autre interview qui m'a plu, c'est celle d'Emmanuel Todd par Aude Lancelin sur son média. Alors c'est un média payant, mais il y a quelques extraits qui circulent et c'est toujours très bon. D'ailleurs, Emmanuel Todd, on le retrouve tantôt sur Fréquence Populaire, tantôt chez Aude Lancelin. Du point de vue des livres, excellente nouvelle, parce que vous avez été nombreux à me le demander, puisque je cite régulièrement le livre de mon ami Yannick Jaffré, Vladimir Bonaparte Poutine, et le problème c'est qu'il est introuvable parce qu'il n'était pas réédité. Voilà, donc en fait, j'ai regardé sur Amazon, vous pouvez le trouver à 350 €, ce qui est un petit peu cher. Et là, la bonne nouvelle, c'est que Yannick Jaffré vient de le rééditer sur thebookedition.com. Donc normalement, il est déjà à la vente. Vous pouvez aller le chercher dans notre page sur les auto-éditeurs. Et avant Noël, on aura le plaisir d'accueillir Yannick Jaffré pour nous reparler de ce livre, de le remettre dans le contexte parallèle qu'il fait entre la manière dont Bonaparte, attention, c'est pas Napoléon, Bonaparte a rétabli l'ordre en France après 1795 et la manière dont Vladimir Poutine a fait de même au début des années 2000. Voilà, c'est un parallèle historique extrêmement intéressant dans quelqu'un d'une grande culture historique et philosophique et donc politique. Voilà, donc ne manquez pas ça. Économie maintenant, et avant tout, n'hésitez pas à venir en Russie pour y ouvrir un compte et pourquoi pas y investir. On a beaucoup de solutions à vous proposer pour ce genre de choses, donc n'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo sur Divergence Service. La Russie embauche des cerveaux. La Russie désormais fait partie du club de ces pays qui tentent d'attirer les intelligences, en fait, les gens qui ont un peu de talent. Donc il y a un décret spécial qui vient d'être signé par Vladimir Poutine. Si vous êtes reconnu comme un chercheur, pas en études de genre, les Russes ça les intéresse pas, la sociologie non plus, c'est pas la peine, mais en revanche, toutes les questions scientifiques, les informaticiens, etc., vous pouvez prétendre à avoir non seulement un visa spécial, mais des conditions particulièrement favorables. Voilà. Donc les Russes finalement font ce que les Américains font depuis des années avec la Silicon Valley. Les Chinois aussi font ça. De toute manière, la Russie a le premier potentiel économique en Europe et surtout bénéficiera, quoi qu'il arrive, d'une énergie pas chère. Et on le sait que dans les nouvelles technologies, le coût de l'énergie est fondamental. Et puisqu'on parle d'énergie, on va parler du plan anti-gaz russe. Alors ça y est, la Commission européenne a obtenu, paraît-il, un accord
pour arrêter l'achat du gaz russe dans l'Union européenne. Donc d'abord, la première partie, ça va être sur le gaz liquéfié et à terme, alors fin 2027, sur le gaz par gazoduc. Alors il est bien précisé que ce se fera en fonction des stocks. Donc c'est pour ça que je suis assez sceptique sur la capacité d'appliquer réellement cette directive. C'est une directive de l'Union européenne. Donc normalement c'est quelque chose qui doit être fait et les États choisissent le moyen d'y parvenir en fonction de l'état de leur stock. Donc il y a plein de si. Et de toute manière, la date, c'est-à-dire fin 2027, nous amène dans tellement longtemps que d'ici là, la guerre en Ukraine sera terminée et que finalement tout le monde trouvera une bonne raison de ne pas appliquer ce genre de directive stupide qui vise en fait à ruiner tout simplement l'économie productive de l'Europe. Et pour finir, ce sera Nicolas Helmut et Giuseppe qui vont payer parce que tous les pays baltes, polonais, etc. vont demander de l'argent parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc c'est un peu comme d'habitude. Donc c'est une décision à mon avis plus symbolique qu'efficace. De toute manière, la Russie a déjà commencé à réorienter une partie de ses livraisons de gaz vers d'autres clients moins capricieux. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le directeur de Total, Pouyanné, qui avait dit que si jamais c'est interdit en Europe, eh bien, on trouvera d'autres clients, notamment en Asie, en Inde, pourquoi pas, puisque, rappelons-le, encore une fois, la Total, dont l'actionnaire est l'État français en partie, eh bien, produit du gaz liquéfié et la France est un des gros clients de ce gaz liquéfié. Donc évidemment, aucune réaction de la part du gouvernement français pour s'opposer à cette ânerie, aucune réaction dans les partis politiques français, de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national. Tout ça ne pose aucun problème, même quand nos intérêts sont en jeu. Autre chose, je n'imagine pas que la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie, maintenant même l'Autriche qui bénéficie du gaz russe qui passe par le Turkish Stream et qui remonte dans les Balkans, se prive d'un gaz russe bon marché avec un approvisionnement assuré. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que finalement, ce n'est pas du gaz russe qu'ils vont acheter par Turkish Stream, mais du gaz turc. Parce que aussi, c'est des manières de contourner, évidemment, ces approvisionnements-là, c'est de changer sur le papier la provenance du gaz. Enfin, en tout cas, ce sont des mesures absurdes qui montrent bien que l'Union européenne, en fait, est un parasite qui parasite les économies précisément des membres de l'Union européenne. En attendant, l'hiver froid en Europe fait que les réserves de gaz en Europe sont en train de s'épuiser rapidement. C'est ce qu'a annoncé Gazprom, qui dispose de réserves. Mais cela dit, ça n'a pas pour l'instant de grosses conséquences sur les prix parce qu'on a une augmentation du volume de gaz qui nous vient des États-Unis, parce que les États-Unis ont arrêté une bonne partie de leurs exportations de gaz vers l'Europe et que donc le volume étant là, les prix n'augmentent pas, voire sont en train de baisser. À suivre donc. En ce qui concerne le pétrole russe, il continue de couler, si on en croit en tout cas Bloomberg, qui n'est pas un agent du Kremlin. Donc ça continue pour différentes raisons. D'une part, les Russes et leurs clients ont appris à contourner les sanctions, à faire des transferts de bateau à bateau. De toute manière, comme on va le voir, les échanges désormais entre la Russie et l'Inde, la Russie et la Chine, qui sont les principaux clients, se font en monnaie nationale. Donc, à part suivre au microscope satellitaire les différents tankers russes et les voir transférer du pétrole ou pas, c'est extrêmement difficile de contrôler, évidemment, pour Washington ou pour Bruxelles, de contrôler qui fait quoi. Enfin, en fait, c'est surtout Washington qui pourrait poser un problème. Donc là-dessus, ça continue. D'ailleurs, Bloomberg nous offre quelques tableaux assez intéressants. Sur ce tableau, on voit que depuis 2022 et jusqu'à nos jours, la livraison de barils par jour est stable, voire légèrement à la hausse, notamment ces derniers mois. Sur ce deuxième tableau, on voit l'importance de l'Asie dans la livraison du pétrole, évidemment. On voit en 2022, il y avait encore le nord de l'Europe, et puis là, maintenant, c'est soit des pays d'Asie et une petite minorité des pays méditerranéens, vraisemblablement la Turquie. Et sur ce tableau aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que la part de pétrole qui passe par la mer Noire, en fait, est peu importante. Sur 31 tankers qui ont été chargés dans la semaine du 23 novembre, il n'y en a que 3 qui l'ont été à Novorossiysk, donc en mer Noire. Les autres, c'est soit la Baltique, soit l'Arctique, soit le Pacifique. Ce qui veut dire, on en parlera tout à l'heure, que les attaques anglo-kieviennes qui ont eu lieu en mer Noire auront finalement peu d'impact sur les livraisons de pétrole russe. Ces attaques sur les infrastructures pétrolières russes ont d'ailleurs provoqué la colère du Kazakhstan qui
pour l'instant s'efforçait de rester neutre entre la Russie et l'Ukraine, mais là, visiblement, comme les otano-kieviens ont frappé des installations pétrolières, donc qui permettent de livrer le pétrole kazakh, eh bien c'est cela qui a provoqué la colère du gouvernement kazakh, sachant qu'il y a également des intérêts américains qui sont touchés, puisque ces infrastructures appartiennent à la fois au Kazakhstan et à des entreprises américaines. Économie enfin, et l'on repart une nouvelle fois du vol des actifs russes. Alors je rappelle que les 18 et 19 décembre vont vraiment être un moment extrêmement important, puisque c'est là que doit être prise la décision par les membres de l'Union européenne. Alors la Commission européenne fait tout pour passer en force. La Belgique ne veut pas en entendre parler. Vraisemblablement, c'est là que ça bloque. Alors Van der Leyen essaie par tous les moyens, ainsi que la Commission européenne, c'est-à-dire cette espèce de gang de pays baltes et de polonais, eh bien, essaie de faire tout pour obtenir le vol de ces actifs. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Quasiment aucun État membre ne veut fournir de garantie à la Belgique en cas de vol de ces actifs, précisément par la Commission européenne. La seule chose que propose Van der Leyen, c'est que l'Union européenne interdise aux tribunaux, qui seraient bien sûr convoqués par la partie russe, d'agir dans ce cadre-là au sein de l'Union européenne. Mais là, visiblement, les Belges n'y croient pas trop, donc ça va être extrêmement compliqué. Donc si jamais il n'y a pas de vol des actifs russes, ça veut dire qu'il va falloir financer par deux autres possibilités, soit, encore une fois, émettre un emprunt européen, donc ça veut dire, ça revient en gros au même, puisque ça veut dire que c'est Nicolas Giuseppe et Helmut qui vont payer, soit par des initiatives au niveau des nations. Alors l'Allemagne, on voit, continue à payer. Depuis le début, en Europe, c'est l'Allemagne qui paye le plus, mais ça ne suffira pas à combler le déficit abyssal. D'ailleurs, le budget ukrainien vient d'être pris. Il manque, je crois, autour de 19 milliards de dollars. Et de toute manière, les estimations qui sont faites, on parle pour l'année prochaine d'un besoin entre 45 et 60 milliards de dollars. Donc, pour ça, il va falloir payer. Pour vous donner mon avis, je ne sais pas quelle solution va trouver la Commission européenne, mais elle va en trouver une, parce que sinon ça veut dire que la guerre s'arrête au début de l'année prochaine. Certain, puisque non seulement il y a les défaites sur le champ de bataille, mais en plus il n'y a plus d'argent. Et pour la Commission européenne, ce sera une telle défaite que c'est inacceptable. Donc l'argent sera volé, je ne sais pas à qui, aux Russes, donc à terme aux Français, aux Allemands, aux Italiens, à ceux qui payent en fait l'Union européenne. Ce sera gagé sur le budget de l'européenne. Il y a des tas de solutions qui vont être avancer pour essayer de sauver les meubles, de sauver en fait la Commission européenne, c'est-à-dire l'Union européenne. La défaite de l'Union européenne, de l'OTAN face à la Russie seule est une véritable catastrophe géopolitique pour ces deux structures supranationales. Donc ils vont tout faire. Voilà. En tout cas, on attend le 18 et 19 décembre, en fonction de la quantité d'argent, on va dire, qui sera volée soit aux contribuables européens, soit à la Russie, eh bien on pourra estimer combien de temps cela permettra au régime kievien de tenir, que ce soit celui de Zelensky ou celui de son remplaçant. Politico-diplomatique maintenant, et on est toujours donc dans cette phase de négociation qui a été amorcée par Washington, en fait qui a été amorcée par Washington et Moscou en août dernier à Anchorage. Visiblement, les choses qui ont été discutées ont été digérées et organisées par la diplomatie américaine, qui fait un travail remarquable, notamment parce qu'elle est discrète. Donc en fait, on ne sait jamais de quoi il est question sur ces 28 points. J'ai beaucoup aimé dans la dernière émission, ici Moscou, la théorie de François Martin, qui dit qu'en fait, c'est peut-être que les 28 points qui ont été envoyés à la presse, aux Européens, c'était une diversion pendant que les diplomaties américaines et russes se mettent d'accord. D'ailleurs, la discrétion, encore une fois, est quelque chose qui est revendiqué à la fois par Washington et à la fois par Moscou. Donc déjà, ce qu'on apprécie, c'est le professionnalisme. Ensuite, comme d'habitude, le rendez-vous avec Witkoff à Moscou s'est très bien passé. Ça a duré 5 heures. Ça a été un vrai travail, dont on sait peu de choses finalement. Vladimir Poutine a dit qu'il y avait des choses qui étaient tout à fait conformes à ce que la Russie demandait. D'ailleurs, la Russie est le seul acteur en état de demander quelque chose. Les autres ont perdu la guerre. L'UE et l'Ukraine ont perdu la guerre, mais d'autres avec lesquels la Russie n'était pas d'accord. Donc tout ça est en train de se mettre en place, de plus en plus de déclarations, y compris du côté européen. C'est le cas du président finlandais qui a dit que les Finlandais devaient se préparer à une paix en Ukraine qui soit injuste, et puis également des discours de Zelensky, et puis cette pression qui est mise en permanence. Le négociateur en chef
ukrainien, donc Umerov, doit rencontrer donc Witkoff au moment où j'enregistre ce bulletin. Du côté des chefs d'État, on a eu deux réactions, à mon avis, extrêmement intéressantes. C'est celle de Trump, qui a rappelé que, en fait, si les conditions aujourd'hui sont pires que celles de l'époque où Trump a remis Zelensky à sa place dans le bureau ovale, c'est à cause de Zelensky et des Européens, puisqu'ils ont retardé, que plus on retarde, plus la défaite va coûter cher à Kiev. Donc ça c'est une excellente chose. Il s'est satisfait également du déroulement de ces négociations. Donc ça, c'est quelque chose d'important de la part de Donald Trump et également de la part de Vladimir Poutine qui vient de donner une interview à un média indien, puisque Vladimir Poutine sera en Inde donc aujourd'hui, jeudi 4 décembre. Donc dans ce cadre, il a donné une interview dans laquelle il a dit que de toute manière, par des moyens militaires ou par d'autres, la Russie libérerait le Donbass et la Nouvelle-Russie. Donc ça, c'est extrêmement important parce que le Donbass, c'est une chose, ça, on n'en a jamais douté, d'autant plus que l'armée russe progresse rapidement sur les 20% en fait, de régions qui lui manquent. Mais ce qui inquiétait tout le monde, à commencer par votre serviteur, c'était le sort de la Nouvelle-Russie, parce que ces territoires sont russes et les populations attendent l'armée russe comme une armée de libération. Donc à la fois les gens qui habitent dans ces régions-là, en même temps les Russes qui ont fait des sacrifices pour permettre à l'armée russe de gagner, eh bien attendent quand même une action, une libération la plus complète possible. Et visiblement, c'est ce dont il est question. Alors les moyens militaires, on a bien compris, la question qui se pose, c'est de quoi parle Poutine lorsqu'il parle d'autres moyens. Je pense que ces autres moyens, et j'en ai déjà parlé, c'est la dénazification, c'est-à-dire la fin des persécutions linguistiques et religieuses, la mise en place vraisemblablement d'un système décentralisé, d'une confédération, comme ça devait être le cas pour le Donbass après les accords de Minsk, qui permettra finalement un respect des règles démocratiques dans ces régions-là. Donc vous associez à la fois le retrait de la dictature kievienne dans toutes ces régions russes, en même temps, la démilitarisation, c'est-à-dire que l'armée, ce qui restera de l'armée ottano-kievienne doit quitter la Nouvelle-Russie. Et bien dans ce cas, naturellement, ces régions, la ville de Kharkov, qui est une ville russe, la ville d'Odessa, qui est une ville russe, Yekaterinoslav, qui s'appelle Dniepro aujourd'hui, ou Dniepopetrovsk, toutes ces villes et ces régions-là rejoindront naturellement le monde russe. Donc c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je le voyais depuis le début, et visiblement c'est ce dont il est question. Cette phrase de Vladimir Poutine est extrêmement importante. De toute manière, maintenant, l'ours russe a été libéré et plus rien ne l'arrêtera. Ce qui est intéressant également pour ces négociations, c'est que donc le fameux Umerov, qui est le négociateur en chef, est aussi soupçonné par la lutte anticorruption. C'est même plus que des soupçons, c'est qu'il a acheté beaucoup d'immobilier aux États-Unis. Donc ça veut dire que le NABU, c'est-à-dire le FBI et la CIA, tiennent Umerov comme ils ont tenu Yermak, l'âme damnée de Zelensky, qui a été forcé de démissionner le lendemain du jour où il a dit qu'il n'y aurait aucune concession territoriale faite par le régime de Kiev. Donc le lendemain, il a démissionné et Zelensky a accepté sa démission. Donc en fait, les moyens de pression utilisés par l'administration américaine sur Zelensky et sa bande de voleurs sont énormes. On va voir ce que ça va donner, mais de toute manière, même si ça n'aboutit pas, finalement, cette bonne entente entre les Russes et les Américains, c'est une carte blanche à l'armée russe jusqu'au printemps pour avancer le plus loin possible dans toutes les directions et imposer une nouvelle paix qui sera encore moins favorable, évidemment, au régime de Kiev et à ses sponsors européens. Pendant que les Occidentaux et les Européens se disputent, eh bien, les Iraniens et les Turcs se mettent d'accord. On se souvient que ça avait été déjà le cas, je crois que c'était en 2018 de mémoire, à la fin de la guerre en Syrie, notamment par la médiation des Russes. Eh bien là, ça concerne un accord pour la construction de 200 km de voies ferrées pour relier les réseaux turcs et iraniens, donc entre Marand et Chechme Soraya, voilà ce que ça donne à peu près sur la carte. Donc pour relier les deux réseaux ferroviaires, évidemment comme on s'en doute, l'enjeu c'est les nouvelles routes de la soie, le projet lancé par Xi Jinping en 2009. On a évoqué à plusieurs reprises et encore récemment
La catastrophe économique qu'a provoqué la fermeture de la frontière entre la Finlande et la Russie, catastrophe économique évidemment pour la Finlande. Et visiblement, les autorités finlandaises commencent à prêter l'oreille aux complaintes de leurs administrés, puisqu'elles ont annoncé l'ouverture de plusieurs points de passage entre la frontière russe et la frontière finlandaise, en expliquant que le nombre de points de passage dépendrait du flux qui sera observé dans les semaines qui viennent. Donc là, c'est un retour en arrière par rapport aux décisions anti-russes qui ont été prises par Helsinki depuis l'entrée dans l'OTAN. Et ça trahit finalement la fatigue de certains membres de l'Union européenne vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Du point de vue politico-diplomatique et stratégique, évidemment, la semaine était très chargée. On a eu la visite de Witkoff lundi et on a jeudi et vendredi la visite de Vladimir Poutine en Inde. Donc énormément de sujets vont être abordés. Vous avez la coopération dans le domaine de l'armement. Les Indiens sont intéressés par le S-500, par le Sukhoi 57. Des coopérations également dans le domaine de l'énergie, évidemment. L'Inde est un gros client du pétrole et sans doute à terme du gaz russe. Et également pour la construction d'une centrale nucléaire. Donc en fait, ça marque aussi non seulement la consolidation des pays des BRICS, mais également l'échec de Washington. C'est-à-dire que Washington n'a pas réussi à faire plier l'Inde, pas plus que la Chine finalement. On reviendra évidemment sur cette visite la semaine prochaine, une fois qu'elle aura eu lieu. Terrorisme maintenant, on en avait parlé dès le début du conflit. J'avais annoncé dès 2022 qu'au fur et à mesure que la défaite kievienne serait évidente, eh bien, le terrorisme allait se multiplier, puisque bien dans le bandérisme, le terrorisme est culturel. Il n'y a pas de grands chefs militaires bandéristes, il n'y a que des chefs terroristes. Les trois héros sont des chefs terroristes, il faut quand même le dire, Bandera, Shushkevich et Melnik. Et donc il n'y a pas de ligne rouge dans ce domaine, et il y en a d'autant moins que tout ça est directement encadré par le MI6, les services secrets anglais, ça personne n'en doute, que ce soit à Moscou ou dans le reste des chancelleries occidentales. Et donc il n'est pas étonnant de voir une augmentation des actes terroristes en mer Noire, mais pas seulement. Et donc on a vu des attaques sur 2 tankers vides, heureusement, au large des côtes turques. Également un bateau qui transportait de l'huile alimentaire. Également une attaque sur un tanker au large du Sénégal. Et ce qui est intéressant, c'est que les gardes-côtes roumains ont détruit un drone marin ukrainien récemment. Donc l'annonce a été faite par le ministère de la Défense roumain. Ça veut dire que la guerre sous-marine à outrance de l'Angleterre ne satisfait pas les pays riverains de la mer Noire. On a les Roumains d'un côté qui ont détruit un drone anglo-kievien, et puis il y a la déclaration de Recep Erdogan qui visiblement n'a pas apprécié que les bateaux soient détruits dans sa zone économique exclusive. Et puis il y a eu la réponse de Vladimir Poutine qui a déclaré que si ça continuait comme ça, la Russie priverait l'Ukraine de son accès à la mer Noire. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle peut mettre en œuvre immédiatement. Et ce qui est intéressant également dans la déclaration de Vladimir Poutine, c'est qu'il dit que la Russie pourrait prendre des mesures symétriques sur les acteurs qui commettent ces actes terroristes. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des navires anglais qui soient détruits par un mouvement terroriste que personne ne connaît. Pour l'instant, comme on l'avait dit, la Russie n'a jamais répondu au terrorisme par le terrorisme. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. En tout cas, c'est révélateur également du désespoir qui règne chez les forces otano-kieviennes, et d'autant plus que désormais, les attaques sur des cibles militaires ne fonctionnent plus. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vu un bateau russe, même touché, même endommagé. Non, désormais, c'est uniquement des cibles énergétiques qui peuvent être touchées, ou là, encore une fois, des tankers qui battaient pavillon ghanéen, je crois. Donc, c'est même pas des navires russes. Alors, que peuvent faire les Russes dans l'immédiat? Évidemment, c'est le cabotage. C'est ce que font également les Ukrainiens le long des côtes roumaines, bulgares et turques. On peut imaginer que ni Londres ni Kiev n'oseront attaquer un navire dans les eaux territoriales. La ZEE, ce n'est pas les eaux territoriales. Les eaux territoriales turques. À suivre donc. Armement maintenant, et on a eu quelques images intéressantes puisqu'on a vu, suite à la destruction d'un drone Guéran, donc le Guéran, c'est un drone bon marché qui est une copie améliorée du Shahed iranien. Et bien sur ce drone, on a vu des missiles R-60 russes, des missiles RR. Et là, évidemment, ça vise à abattre les avions qui sont envoyés pour détruire les vecteurs que les Russes envoient quasiment tous les jours dans la profondeur du territoire ukrainien. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce que font les mirages pour essayer de les intercepter. Il y a une vidéo de Ateshwe, qui est, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là,
qui est assez complète. Donc évidemment, le but, eh bien, c'est d'avoir des missiles air-air pour pouvoir détruire ces avions qui viennent intercepter les frappes dans la profondeur russe. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le prix. C'est-à-dire que un Guéran, ça coûte peut-être maintenant, ça doit être à 15 000 $ parce qu'ils ont été améliorés. Le missile aussi, air-air, doit coûter 15 000 $. Donc on imagine le résultat si ça descend un F-16 ou un Mirage. Voilà, à suivre donc. Empire du mensonge maintenant. Alors là, on va beaucoup parler d'Emmanuel Macron parce que là, on a eu le droit à tout un festival de bobards macroniens. Le premier, en fait, c'est de dire que finalement, c'est bon signe d'avoir le numéro 2 du régime de Zelensky qui est forcé de démissionner, qu'il y ait des ministres arrêtés. Ça prouve qu'il y a en Ukraine une lutte contre la corruption, contrairement à la Russie. Alors, il faut quand même rappeler quelques petites choses à notre cher président, c'est que tout d'abord, s'il y a une lutte contre la corruption, c'est que le NABU, c'est-à-dire l'organe anticorruption, est contrôlé clairement par Donald Trump. Sinon, ça continuerait comme avant. Que cet organe anticorruption, Zelensky voulait le dissoudre au mois d'août. Et c'est parce qu'il y a eu des protestations à Kiev et au niveau international qu'il n'a pas pu le faire. Deuxièmement, il y a une lutte contre la corruption en Russie. Et c'est régulièrement qu'on voit des responsables du ministère de la Défense, y compris des généraux, des anciens gouverneurs, sous-gouverneurs, des hommes politiques influents, être perquisitionnés et inculpés, et certains être condamnés à la prison. Mais comme c'est un processus normal, parce que en Russie, la lutte contre la corruption est le fait de l'État russe, eh bien évidemment, on n'en parle pas dans les médias, occidentaux. Donc c'est faux, c'est l'inverse, c'est que plutôt en Ukraine, tout le monde sait depuis 2021 que Zelensky est corrompu, que son entourage est corrompu, que Yermak est une fripouille, Koumerov a volé de l'argent et que son ministre de la Justice a mis sa maîtresse à la tête du ministère de l'Énergie. Tout ça, tout le monde le sait à Kiev. Donc en fait, on est vraiment dans un bobard absolu. Et ce que l'on peut rajouter, c'est que si jamais il y avait l'équivalent du NABU en France, c'est-à-dire un organe de corruption contrôlé de l'étranger, soit par Washington, soit par Moscou, Emmanuel Macron serait sur le grill pour au moins l'affaire Alstom, plus toutes les autres affaires où est passé l'argent qu'il a gagné quand il était chez Rothschild, qu'il a soi-disant perdu en faisant un mauvais investissement. Tout ça, évidemment, il serait sur le grill, comme serait sur le grill Madame van der Leyen s'il y avait un NABU anticorruption à Bruxelles contrôlé par Moscou ou par Washington. La réalité, c'est ça, c'est que s'il y a bien un chef d'État dans le monde qui n'a aucune leçon à donner sur la lutte contre la corruption, c'est bien Emmanuel Macron. Empire du mensonge encore. Alors comme la victoire russe devient de plus en plus évidente, eh bien, les médias de grand chemin, même les plus menteurs, sont obligés d'inviter de temps en temps des gens compétents. C'est le cas de l'excellent Benoît Billan, qu'on a vu à plusieurs reprises. À chaque fois, ces interventions, honnêtement, sur Stratpol, on ne peut qu'approuver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est passé sur le Figaro et qu'il s'est fait attaquer par tous les porte-paroles français du régime de Zelensky. Donc j'ai vu passer Amourski, Titelman, Audran, consultant défense, qui s'est planté sur tout depuis le début. Et jusqu'à encore aujourd'hui, il se plante encore. DSI, un bel organe de propagande pro-OTAN, pro-Kiev également, qui lui reproche quoi ? Qui lui reproche d'avoir cité la BBC et Mediazona sur leur estimation des pertes russes. Donc comment est-ce qu'ils font ? On en a parlé au début du conflit, mais moi j'ai cessé de les citer pour deux raisons. La première, c'est que je pense que les pertes exactes de part et d'autre, on les connaîtra uniquement à la fin du conflit, après le conflit. Et deuxièmement, j'aime pas la manière dont la BBC, donc là par exemple on est à 149 000 morts russes, ils rajoutent 70 000 pour la bonne bouche. Donc c'est pas sérieux. Donc sinon la méthode était plutôt bonne à la base. En fait, ils prennent les nécrologies en Russie. Donc ils voient les militaires morts. Donc en soi, la méthodologie est plutôt sérieuse. Et le problème, c'est que les chiffres qui en sortent, même 219 000, on est loin du million qu'on nous annonçait. Donc ça, évidemment, c'est une véritable catastrophe pour tous les porte-paroles du régime de Zelensky et d'Emmanuel Macron. Et donc ça les a rendus hystériques. Et ce qui les a rendus également hystériques, c'est que Benoît Billan fait également une remarque que nous faisons régulièrement, c'est que il y a un rapport de feu qui est largement à l'avantage de la Russie. Au début, à cause de l'artillerie, et ensuite, maintenant, il y a les bombes planantes. Donc tout ça, c'est des évidences qui ne sont pas contestables. Mais ça va tellement à l'encontre du narratif que, oui, l'Ukraine recule, mais les pertes russes sont monstrueuses, que, en fait, ça les a rendus réellement hystériques. Donc voilà, bon, je ne sais pas si ça va lui rendre service, mais Benoît Billan fait de l'excellent travail. Et il a tout notre soutien. Et puis, contrairement à votre serviteur, il peut être invité sur LCI ou sur BFM TV.
Et pour finir, le moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker, c'est aussi Emmanuel Macron, écoutons-le. And we know that 40% of the war effort in Russia is financed through this shadow fleet. So this is the first time we have such a level of, I would say, an holistic approach on Russian oil and gas. First, because we had a US decision on sanctions, and second, because we increased our pressure on the shadow fleet. So I really believe that in the weeks to come, the pressure on the Russian economy and the capacity of Russia to finance the war efforts will drastically change. Win the yes, need the no to win. Again the no. Donc là, c'est le moment bunker, guerre sous-marine totale qui va changer la donne, exactement comme ça a permis la victoire de l'Allemagne pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc on est à ce niveau-là. Et ce qui est terrible, c'est que si Emmanuel Macron n'a pas compris que en fait, ça ne marcherait pas, c'est que lui, vraiment, il est complètement isolé, alors soit par son entourage, soit parce que finalement, il n'en a plus rien à faire et qu'il peut raconter n'importe quoi. Il faut continuer à alimenter la machine à mensonges, même s'il est à 11% de Français satisfaits. Je ne sais même pas, j'aimerais savoir à quoi ressemble un Français satisfait du travail d'Emmanuel Macron. J'imagine qu'on y trouve la totalité des journalistes des médias de grand chemin, mais ça me paraît quand même bizarre. Et puis je n'ai pas résisté à vous offrir un deuxième moment bunker avec Elsa Vidal. Donc ça, elle travaille pour BFM et elle nous affirme que la Russie n'a pas gagné la guerre. Eh bien, les données militaires ne sont pas si simples. D'un côté, on nous dit aujourd'hui que la Russie a progressé au mois de novembre plus qu'en un an. Elle aurait ainsi, dans ce mois de novembre passé, gagné 700 km². Or, c'était effectivement très grave pour l'Ukraine, mais 700 km², ça représente assez peu du territoire ukrainien qui mesure 600 000 km² à ceux qui l'avaient oublié. La progression russe en Ukraine est extrêmement lente. Tous, évidemment, ils commencent à compter les kilomètres carrés à partir du mois de novembre 2022. Pourquoi pas depuis le début de l'opération militaire spéciale. Je vais vous dire pourquoi, en fait, c'est que oui, en 2022, les Russes se sont emparés de 60 000 km² du territoire ukrainien. La réalité, c'est ça. Donc, et qu'en tout, aujourd'hui, ils doivent contrôler autour un petit peu moins de 130 000 km². Pour vous donner un ordre d'idée, l'Alsace-Lorraine, enfin l'Alsace-Moselle, pour lequel nous avons fait la guerre en 1914, c'était 15 000 km². Donc, même si jamais, d'ailleurs, la guerre s'arrêtait maintenant, et que on reste sur la ligne de front, l'Ukraine aurait perdu un territoire de cette taille, c'est-à-dire en gros 1/5 du territoire français. Donc c'est pas rien. Donc dire que la Russie ne gagne pas la guerre est complètement idiot. L'Ukraine n'a absolument aucune ressource pour contre-attaquer, reprendre quoi que ce soit, et plus elle attendra, plus elle va perdre. Et c'est d'ailleurs même ce que disent les soutiens les plus fervents de l'Ukraine. C'est le cas dans The Telegraph, où Owen Matthews, qui est pourtant un fervent défenseur du régime de Kiev et de l'OTAN depuis le début, eh bien, reconnaît que c'est Poutine qui a toutes les cartes en main et que l'Ukraine va perdre. Mais en fait, il explique que l'Ukraine va quand même gagner parce que même si elle perd 20% de son territoire, dans la mesure où elle lui restera 80%, elle n'aura pas perdu. Et je vous l'avais dit, ça aussi, ça c'est le narratif final de la défaite. C'était oui, mais la Russie n'a pas pris Lvov. Voilà. Comme si la Russie avait voulu prendre Lvov. Non. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'ours est sorti de sa tanière, il est énervé et maintenant il n'y a plus rien qui va pouvoir l'arrêter. Il fallait y penser avant, il fallait appliquer les accords de Minsk, il ne fallait pas faire Maïdan. Considération militaire générale maintenant. Une première considération, j'ai entendu ça dans la bouche, je crois, du général Richoux, où on entend ça également dans la bouche de Dourakovlev au moment de Bakhmout, au moment de Avdiivka, où on nous explique, oui, les Russes ont pris ces villes, mais ça ne sert à rien parce que c'est des tas de ruines. Oui, c'est pas la question en fait. Les villes ne se construisent pas n'importe où. Généralement, c'est sur des lieux de passage importants. D'ailleurs, quand les Rurikides descendent de Novgorod pour s'installer à Kiev, ils s'installent à Kiev parce que Kiev a des voies qui permettent le commerce, la circulation, notamment des voies maritimes, parce que ça se trouve dans une vallée où également différents chemins se croisent. Et si vous regardez d'ailleurs la ville de Pakrovsk, en fait, Pakrovsk, c'est un centre logistique, et c'est pas parce que tout va être détruit que ça ne pourra pas être utilisé par la Russie comme un centre logistique. Donc la réflexion qui dit oui, les Russes ont pris Pakrovsk, mais de toute manière ça servait plus de centre logistique depuis longtemps, est complètement idiote.
Oui, effectivement, ça ne servait plus de centre logistique depuis quelques mois, mais maintenant ça va devenir un centre logistique russe. Et les Russes vont utiliser la position géographique de Pakrovsk, qui vont très rapidement rétablir les voies ferrées, et ça va leur permettre de rayonner, de leur ouvrir un espace opérationnel avec des capacités logistiques, que ce soit vers le nord, que ce soit vers l'ouest, ou que ce soit vers le sud. Voilà, c'est ce que je voulais préciser, toutes ces considérations. Et ce qui est lamentable, hein, c'est quand vous entendez ça dans la bouche d'un général français. Ça dénote une ignorance de la géographie et de la guerre même, c'est tout simplement affligeant. Et deuxième considération militaire, je voudrais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé, c'est sur l'effet délétère que peuvent avoir les négociations entre Moscou et Washington sur le moral de l'armée ottano-kievienne. C'est-à-dire que quand vous entendez tous les jours qu'il y a des choses qui sont en train de décider, en plus sans que le régime de Kiev donne son avis, avec au fur et à mesure les responsables du régime de Kiev qui se font arrêter pour corruption. Évidemment que c'est une véritable catastrophe. C'est d'ailleurs ce que soulignait un des commandants ukrainiens, je crois que d'une émanation de Azov, qui disait qu'il fallait arrêter de paix parce que plus personne ne veut monter à l'assaut. C'est vrai que si vous vous dites, si ça se trouve, fin décembre, c'est terminé, bah, pourquoi est-ce que j'irais mourir dans une contre-attaque débile, en plus, parce que toutes les contre-attaques sont mal montées et mal foutues. D'ailleurs, Madame Bezougla, la députée de la Rada, a pris la parole en exigeant la démission de Zelensky parce que Pakrovsk est tombé, contrairement à ce que nous raconte LCI. Donc la situation est là. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Imaginez encore une fois le soldat ukrainien, on parle de paix, il voit l'armée russe qui avance partout, et il n'a pas connu un succès dont il pourrait être un peu fier. La dernière fois, c'était en août 2024, même si c'était une offensive débile et totalement irresponsable, eh bien, c'était quand même une victoire locale dans la région de Koursk, hein, du côté de Souja, mais depuis, il n'y a rien eu. Même quand les Kieviens annonçaient des contre-attaques, en fait, on s'apercevait que c'était des contre-attaques qui avaient coûté extrêmement cher. Et puis, finalement, à la fin, eh bien, elle n'avait abouti à rien et que les Russes avaient repris tous les quelques kilomètres carrés qui avaient été temporairement repris par les unités ottano-kieviennes. Donc, cette atmosphère-là est extrêmement importante parce que ça aussi, ce sera un accélérateur de la victoire russe. Et surtout que les Russes, depuis le début, traitent extrêmement bien leurs prisonniers. Et puis, en plus, il y a énormément d'interviews qui sont en train de circuler sur le net, hein, de soldats ukrainiens qui se sont rendus. On voit qu'ils sont bien traités, qui expliquent les conditions dans lesquelles eh bien, ils sont obligés de rester sous peine de se faire tuer par des drones ukrainiens qui les empêcheront de se rendre. En ce moment, il y a entre 1000 et 2000 enfermés dans le chaudron de Myrnograd, hein, de Dimitrov, du nom russe. Eh bien, tout ça, c'est en plus de bonnes troupes. Donc tout ça, évidemment, la connaissance de cette mauvaise gestion de l'armée ukrainienne, de l'incapacité de l'état-major ottano-kievien à organiser une défense ou une retraite efficace, et puis la perspective, encore une fois, des négociations, tout ça va énormément peser sur le moral de l'armée ottano-kievienne, et c'est une excellente chose. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Elle va commencer par les frappes terroristes ukrainiennes. Donc à peu près à cet endroit-là, deux tankers battant pavillon ghanéen, avides, donc qui se rendaient vers le port de Novorossiysk, ont été détruits par une opération anglo-kievienne. Ici, au large des côtes roumaines, les gardes-côtes roumains ont donc intercepté un drone anglo-kievien. Un autre bateau a été attaqué, donc cette fois c'est à l'ouest du Sénégal, donc à cet endroit-là, par une opération également visiblement organisée par les Britanniques, sachant que Kiev a revendiqué l'attaque sur les deux tankers, mais pas sur le reste. À ces opérations s'ajoute une attaque contre un bateau qui transportait de l'huile alimentaire qui venait de Russie, mais je ne sais pas où exactement. Donc comme j'ai dit précédemment, les deux tankers ont été touchés dans la zone économique exclusive turque. Donc même si c'est la zone économique exclusive, c'est quand même des eaux internationales. Mais on peut imaginer que si les tankers russes font du cabotage le long de la côte turque, eh bien, ils seront à l'abri. Les Russes ont riposté lourdement sur Kiev, mais surtout sur Odessa. Donc là, les frappes ont fait très mal et ils continuent à détruire petit à petit le système énergétique ukrainien. Passons maintenant sur la ligne de front. Les Russes se sont enfin emparés de Stepnogorsk et ont commencé à progresser vers l'est en direction de ces deux localités-là, Lukyanovskoye et Novoyakovlovka. Ici,
Donc l'idée, bien sûr, c'est de bloquer la ligne logistique au nord d'Orekhovo, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, les Russes attaquent au sud-sud-est d'Orekhovo. Situation donc très difficile pour les Otano-Kieviens, d'autant plus que les Russes continuent et rien ne semble pouvoir les arrêter dans la direction est-ouest vers Zaporozhye. Les combats continuent dans la localité de Gouliapol. Plus au nord, les Russes se sont emparés de Dobropilia à cet endroit-là et ils continuent de progresser. Ils se trouvent à peu près à la moitié de la localité de Varvarovka à cet endroit-là. Donc ici, c'est la dernière ligne de défense otano-kievienne. Après, il n'y a plus rien, d'autant plus qu'ils continuent à avancer plus au nord sur les localités qui se trouvent à l'ouest de notre ligne de front, mais je n'ai pas encore d'idée précise. J'attends des informations plus complètes. Du côté de Pakrovsk, là, les Russes finissent le travail, donc ils ont pris Pakrovsk, ça a été reconnu, y compris, je l'ai dit, par la Rada, ça a été déclaré par Vladimir Poutine, et le chaudron de Myrnograd est toujours en ébullition et continue de se réduire. Il resterait entre 1000 et 2000 hommes à l'intérieur. Plusieurs images de reddition massive de soldats otano-kieviens ont été publiées. Non seulement les Russes ont fini de nettoyer Pakrovsk, mais ils continuent à progresser sur Grecheno, qui aurait dû être le bastion sur lequel se seraient repliés les otano-kieviens pour organiser la résistance. Mais visiblement, c'est mal organisé. Plus au nord, il y a encore quelques unités otano-kieviennes à Rodinskoye, mais on vit les derniers moments de leur présence dans cette localité. Plus au nord, les Russes ont repris l'initiative pour s'emparer de Dobropilia à cet endroit-là, et donc ils progressent à la fois sur la localité de Darozhno, ici, et de Novokharkovo, à cet endroit-là. Les otano-kieviens ont abandonné définitivement l'idée d'une contre-offensive contre Kharkovo, et les Russes sont en train de s'emparer de la localité de Sofievka à cet endroit-là. Du côté de Konstantinovka, ça pousse toujours au sud de Konstantinovka. Donc là, ma ligne de front est très conservatrice. En fait, les Russes sont sans doute plus à l'intérieur, mais je n'ai pas encore d'enseignements précis. Les Russes poussent également à partir de cette zone-là et seraient sur le point de s'emparer de Bereztok. Mais là, c'est pareil, j'attends des informations plus précises. Ce qui, en revanche, a été déclaré par le ministère de la Défense russe, et ça, c'est extrêmement important, c'est une poussée donc assez significative. Hein. Les Russes ont parcouru près de 10 km en une nuit. Donc, vraisemblablement, encore une fois, des troupes qui ont abandonné leur poste, des troupes ukrainiennes qui ont abandonné leur poste. Les Russes ont su utiliser le brouillard aussi. Et ce qu'il faut noter, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de contre-offensive organisée par les Kieviens. Normalement, avec la transparence du champ de bataille, les Kieviens, immédiatement, savent qu'il y a une percée qui est dangereuse et qui est vulnérable sur ses flancs. Et donc, il devrait y avoir une tentative de percer ici ou ici. Mais pour l'instant, on ne voit rien. Donc, si les Russes réussissent à s'y maintenir et à consolider la tête de pont là, ça peut devenir très intéressant pour, à terme, évidemment, chaudronniser Konstantinovka. Donc, accélérer finalement l'issue de la bataille. Et puis, au passage, on peut souligner qu'on n'est plus qu'à 9 km de Kramatorsk. Voilà. Rappelons que tout a commencé en 2014 par le soulèvement à Slaviansk et à Kramatorsk. Plus au nord, les Russes avancent bien également pour ce qui est de s'emparer de la forteresse de Seversk. Non seulement ils sont présents à l'intérieur de la ville, mais ils continuent à l'encercler. Ils ont pris la moitié de la localité de Sviato-Pakrovskoye à cet endroit-là. À côté de ça, ils continuent à progresser au nord de la rivière Donetsk, donc dans une progression nord-sud. Alors je crois, et c'est avec une vive émotion, que je vais pouvoir retirer cette petite punaise de Yampol que j'avais mise en place, si vous vous souvenez, avec beaucoup de tristesse, fin 2022, quand les Russes avaient dû finalement l'abandonner, tout comme la ville de Krasny Liman. Donc là, eh bien, le front s'est largement étendu vers le sud, et même si pour l'instant le ministère de la Défense n'a pas annoncé la prise de Yampol, je vous l'annonce. Voilà, et j'enlève la petite punaise rouge. Petit moment d'émotion. Les Russes ont donc continué, ont pénétré à l'intérieur de la localité d'Ozerne, ici, de Dibrovka, à cet endroit-là, ce qui leur permettrait à terme, avec la progression plus au nord-ouest, d'encercler Liman. Donc Liman aussi, ça, cette petite punaise-là, je l'ai mise à la fin de l'année 2022, quand nous avons perdu la localité. D'ailleurs, on peut estimer que c'est le gain opératif le plus significatif pour les otano-kieviens de toute la contre-offensive dans la région de Kharkov. Krasny Liman et également Izium dans une moindre mesure, mais Krasny Liman, c'est vraiment directement nécessaire pour lancer l'assaut sur Slaviansk-Kramatorsk.
Plus au nord encore, voilà, petite mise à jour donc de la ligne de front autour de Kupiansk. Les Otanokieviens continuent à vouloir essayer par des contre-offensives de reprendre pied dans la ville, mais pour l'instant, ça leur coûte surtout énormément de ressources. Ça bouge aussi dans cette zone-là, mais pour l'instant, rien de vraiment significatif. Là, en revanche, grande nouvelle, la ville de Volchansk a été libérée. Volchansk, c'est pareil, hein, c'est-à-dire c'est une ville qui avait été prise en 24 heures par les Russes en 2022 et qui avait été reprise par les Otanokieviens à l'automne 2022. Donc c'est un point clé extrêmement important qui va pouvoir permettre aux Russes d'organiser des concentrations de forces et d'avancer en direction de Veliki Burluk à cet endroit-là. Les Russes sont en train également de nettoyer la localité de Volcha à cet endroit-là. Voilà, je crois que là aussi, on peut retirer cette petite punaise rouge que j'avais mis fin 2022. Encore une ville de libérée par l'armée russe. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 4 décembre 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Apprendre des cours de russe pour mieux connaître la culture russe, pour venir en Russie, voir à quel point on vous ment sur la réalité économique, sur la réalité de la population russe qui aime toujours autant les Français, qui fait parfaitement la différence, puisqu'on me le demande souvent, entre le régime d'Emmanuel Macron et les Français. Voilà, là-dessus, il faut bien en être persuadé. Voilà. En tout cas, les nouvelles sur le front sont excellentes, les nouvelles diplomatiques sont excellentes, les nouvelles économiques sont bonnes, donc tenez bon, courage, on les aura.